Corruption, trafic d'influence, 2 ans avec sursis, 1 an de prison ferme pour l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Et la preuve du pacte de corruption ressort d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants, etc., etc., etc. Que se passe-t-il dans la justice de mon pays? Faut-il toujours lui faire confiance? Et à quel niveau? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. La justice, tu la prends comme une balle dans le dos. Car jugé comme un crime, ta couleur et ta peau. La justice de Garou, hein. Très belle chanson et très bon chanteur, Garou. Alors voilà. Première sous la Ve République, oui, encore une première, c'est la première fois qu'un ancien président de la République est condamné à de la prison ferme. Chirac avait été condamné, mais effectivement, avec sursis pour une histoire d'emploi fictif, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors voilà, Nicolas Sarkozy a été condamné lundi, hier, à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, dans l'affaire dite des écoutes de Paul Bismuth. Il a été déclaré coupable de corruption et de trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes, les fameuses écoutes dont on parle, qui avaient éclaté en 2014, 2 ans après son départ de l'Élysée. Et on dit... Donc la présidence dit qu'il y a eu un pacte de corruption conclu et caractérisé par les écoutes téléphoniques entre Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog sur des lignes téléphoniques secrètes, et cela exige, selon la présidente, une réponse pénale ferme. Bien, Sarkozy et Herzog, et Thierry Herzog et Gilbert Azilbert ont fait appel. Régis de Castelnau, vous venez d'écrire, on vous avait reçu il y a quelque temps pour cela, un livre qui tombe d'ailleurs vraiment à pic et que je continue de recommander bien sûr et plus que jamais, Une justice politique des années Chirac au système Macron, histoire d'un dévoiement. Alors, pendant les soldes, le dévoiement continue? Oui, et il s'aggrave. La décision d'hier est véritablement une très très mauvaise nouvelle. Une très mauvaise nouvelle parce que il faut d'abord dire au préalable que ce dossier pose des problèmes juridiques et judiciaires considérables. C'est-à-dire, oui. Premièrement, oui. C'est un dossier qui est vide, qui repose sur des suppositions, qui repose sur des interprétations, et donc sur le plan strictement judiciaire, il n'y aurait pas dû être possible d'entrer en voie de condamnation. Ce qui était très intéressant, c'est que quand l'audience a eu lieu et qu'enfin les journalistes et le public ont eu accès au dossier, parce qu'on a refait toute l'instruction à l'audience, oui. Tout le monde avait été surpris du vide sidéral de ce dossier. Ça, c'est la première observation que j'entends faire en prenant l'argument d'autorité, c'est que j'ai travaillé pour écrire ce livre qui est assez long. C'est-à-dire que j'ai pas voulu tomber dans la polémique. Non, vous avez fait essayé de documenter, et je considère que ce dossier est vide par la connaissance que je peux en avoir. Deuxième observation, cette procédure n'a pu avoir lieu et se dérouler de cette façon que parce qu'en permanence, les règles élémentaires du procès pénal, les principes des libertés publiques ont été violés avec l'appui des juridictions supérieures, en particulier de la Cour de cassation. Je vous entends, André, dire des écoutes entre Nicolas Sarkozy et son avocat. Pardon ? Je croyais qu'il existait en France, comme dans tous les pays civilisés, un secret professionnel garanti entre les justiciables et leurs avocats. Ah ben non. S'agissant de Sarkozy, on considère qu'on peut se dispenser du respect des règles. Pardon, Régis, est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, écoute téléphonique effectivement réservée secret professionnel, sauf si ça touche à une atteinte aux intérêts de l'État? Non, il n'y a pas d'exception? Non, il n'y a pas d'exception. Si vous allez en Grande-Bretagne, il est protégé strictement. J'ajoute qu'il est tellement fort que votre propre client n'a pas le droit, vous, l'avocat, de vous en relever. On peut dire, attendez, je vais parler puisque mon client me l'autorise. Ben non, monsieur, vous n'avez pas le droit. Donc, que des magistrats se soient permis de faire cette écoute. Et quand on sait un petit peu la façon dont ça s'est passé, on a lancé des filets maillants dérivants, comme on dit, on a écouté des dizaines et des dizaines de personnes, etc. Ouais. Donc là, il y a un vrai problème. Je rappelle quand même que dans une autre affaire qui concernait Nicolas Sarkozy, la fameuse affaire Bettencourt, il y a eu
un enregistrement par un majordome indélicat de conversation entre Madame Bettencourt et son avocat. Ça a été diffusé par Mediapart. C'était un scandale pur et simple. La Cour de cassation a trouvé ça parfaitement normal. Sauf que, il y a 3 semaines, la Cour européenne des droits de l'homme lui a brutalement tapé sur les doigts. Mais ça, on ne vous en parle pas. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu... La Cour européenne des droits de l'homme a tapé sur les doigts de la Cour de cassation. Mais bien sûr, c'est pas la première fois, parce que la Cour de cassation, dès lors qu'il y a des enjeux politiques, elle prend un certain nombre de libertés avec les principes et les libertés publiques. Donc... 2 problèmes concernant cette décision, sur sa légitimité, c'est le contenu du dossier, que je considère comme vide, et deuxièmement, le fait que pour le conduire à son terme provisoire, avec la décision d'hier, il a fallu violer délibérément un certain nombre de règles fondamentales. Alors, quelles règles fondamentales? Le secret professionnel, le secret professionnel de l'avocat, la nécessité d'instruire à charge et à décharge, enfin, il y a tout un tas d'autres choses, avec lesquelles on a pris des liberté. Alors, je dis que c'est une décision qui est très grave, parce que, en fait, quel est le sens de cette décision? Sur le plan judiciaire, on ne peut rien en dire. Sur le plan du respect des libertés, violation. Vous dites dossier vide, quand même. Nul et non avenu. Tout à fait. Ouais. Je dis dossier vide, je prends mes responsabilités, je dis... parce que quand j'entends des indices graves et concordants, c'est pas ceux qui permettent de rentrer en voie de condamnation, c'est ceux qui permettent de mettre en examen et de lancer le débat contradictoire. Ce n'est pas les preuves, ce ne sont pas les preuves. Mais ce ne sont pas des preuves. Qu'est-ce que le terme indice grave et concordant vient faire dans une décision de fond? Enfin, voyons. Bon, alors... Le sens de cette décision, il est très directement politique. Parce que s'il y avait eu une relaxe, on aurait pu se dire les dérives politiques de la magistrature, ce que j'appelle le dévoiement, il y a une partie de cette magistrature qui n'entend plus poursuivre. C'est un peu ce que je m'étais dit avec la relaxe de Bernard Tapie il y a 1 an, ce qui était aussi une affaire dirigée indirectement contre Nicolas Sarkozy. Le fait que cette condamnation brutale, sur les bases que je viens d'indiquer, avec des peines assez stupéfiantes, ait été ainsi prononcée, montre bien que la magistrature, le corps des magistrats, a décidé de poursuivre ce dévoiement politique et ses dérives. Et je dis que c'est très grave, d'abord parce qu'une démocratie... Alors, à votre avis, pardon, Régis, pourquoi? Pour quel motif est-ce que, je veux dire, il y a une justice qui veut prendre le pouvoir par un politique, ou... Autre chose, non moins préoccupant, c'est une justice qui choisit d'aider certains politiques face à d'autres. Les deux, mon général. Donc, la justice se détermine à partir de ses propres visions politiques des choses, et effectivement, elle fait le tri. Parce que faut quand même rappeler qu'on rentre en année préélectorale. Présidentielle en 2022, avril 2022. Ouais. En 2017, c'est la magistrature qui a fait élire Emmanuel Macron. Il ne faut pas l'oublier, en disqualifiant la candidature de François Fillon par un raid judiciaire dont nous avons parlé sur cette antenne et que je décris en détail dans mon livre. Donc, qu'est-ce qui nous prouve qu'ils ne sont pas prêts à le refaire? La décision d'hier est plutôt un message envoyé en disant on tient le manche et c'est nous, à nouveau, qui allons, ou en tout cas qui sommes capables de peser sur cette élection présidentielle. Je rappelle que 2 candidats déclarés, qui sont des candidats très plausibles, Marine Le Pen et Mélenchon, ils ne sont pas dans le même politique, dans le même camp, mais ils sont plausibles, ils ont fait de très bons résultats en 2017, ils sont tous les 2 dans la seringue judiciaire. Donc, il y a eu cette affirmation hier de la volonté de poursuivre cette orientation politique, quitte à violer les règles fondamentales du procès pénal, je pense que c'est quelque chose de très, très inquiétant. C'est une très mauvaise nouvelle. Alors, pour Nicolas Sarkozy, évidemment, mais pour les Républicains, c'est une mauvaise nouvelle. Nous avons aujourd'hui une difficulté avec un corps qui a pris son autonomie, qui a pris une forme d'indépendance, qui n'est pas soumis, il ne faut pas penser qu'il reçoive des ordres. C'est le corps lui-même qui prend ses responsabilités politiques et qui fait passer ses idées. Choisit. Vous voulez dire, il n'est pas, à votre avis, il n'est pas instrumentalisé par tel ou tel camp politique, il choisit lui-même et il choisit son camp, quelque part. Et il va se mettre, et il va mettre l'appareil judiciaire à son service. Concernant Emmanuel Macron, ralliement à Emmanuel Macron en 2017, alors il y a un raid judiciaire qui est fait par le PNF, par le pôle d'instruction financier et un magistrat instructeur, Serge Tournaire en particulier, mais qui est soutenu
toutes les polémiques qui se sont lancées dans la presse politique, la magistrature a fait corps. On a eu un communiqué commun du procureur général de la Cour de cassation et du premier président pour dire non, tout va bien. La façon dont se passe l'affaire Fillon, qui était un règle fulgurant que personne n'a jamais vu en France. Oui, en tout cas par sa vitesse et sa célérité. Exactement, fulgurant, et par sa sélectivité aussi, parce qu'on s'est bien gardé de poursuivre aussi vite M. Bruno Le Roux pour la même chose. On n'a toujours pas commencé quoi que ce soit concernant... Et ne parlons pas de Ferrand, ne parlons pas de Solaire, ne parlons pas de Bayrou, ne parlons pas de tout ça. Je parlais de Bruno Le Maire, qui, en ce qui concerne les emplois d'attachés parlementaires, a peut-être quelques explications à donner. Toujours est-il que, effectivement, ça a été soutenu par le corps de la magistrature que ce raid judiciaire. Donc, ils se sont ralliés à Emmanuel Macron. Sans le raid judiciaire de 2017, Emmanuel Macron n'aurait pas été élu, c'est François Fillon qui l'aurait été. C'était peut-être pas un bon choix. Non, ça c'est autre chose. Ouais. Soyons clairs, ça n'aurait pas été le mien, mais il n'empêche quand même que c'est le peuple qui décide, et pas les magistrats. Donc ici, Régis de Castelnau, vous voyez quand même, je ne dirais pas une répétition générale, mais quelque part, mutandis mutandis, comparaison n'étant pas raison, une opération un peu à la Fillon. Non. Concernant la décision pour Nicolas Sarkozy, on ne peut pas dire ça, que c'était pour le disqualifier. C'était pour le disqualifier de la course où il n'était pas, où il n'était pas sûr qu'il y aille, ça je ne sais pas. Non, ce que je dis, c'est que ça nous annonce que la magistrature est décidée à rester sur ses positions politiques. Et donc à peser sur les prochaines élections. Et donc, c'est ma crainte. C'est ma crainte. Je pense que cette décision envoie ce message, et qu'il est tout à fait possible, sinon probable, qu'elle soit à nouveau tentée de faire ce qu'elle a fait en 2017, en se ralliant à Emmanuel Macron et en choisissant finalement à la place du peuple français qui serait président de la République. Ça, je pense que c'est pas très sain au plan démocratique. C'est le moins que l'on puisse dire. Restez avec nous, Régis de Castelnau. On va continuer à en parler après cette petite pause. Et vous nous écoutez tous au 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler justement pour réagir à ce qu'a dit Régis de Castelnau. Je rappelle rapidement un raid judiciaire dans cette affaire Paul Bismuth, un contenu du dossier vide et des preuves qui ne sont fondées que sur le viol du secret professionnel. Donc quand même beaucoup de choses dont on parle, et vous pouvez vous aussi réagir tout à l'heure. À tout de suite. Moi et Régis de Castelnau, auteur encore une fois de ce livre qui est vraiment d'actualité plus que jamais, Justice politique des années Chirac au système Macron, histoire d'un dévoiement, aux éditions de l'Artilleur. Régis de Castelnau, et donc Sarkozy et les autres ont fait appel, et Thierry Herzog, tout ça, mais pour Sarkozy, l'appel peut changer les choses, peut aggraver, peut diminuer, à votre avis? On ne va pas faire de prédiction, alors, mais quand même. Avant la décision d'hier, j'étais dans l'expectative. Je n'écartais pas la possibilité d'une magistrature qui se redresse, en disant voilà, on va faire notre métier et on va travailler à partir du dossier, où on va rejeter les violations des règles fondamentales, etc. Non, c'est pas ce qui s'est passé, et donc ça m'inquiète beaucoup. Et je crains que malheureusement, dans la mesure où ce qui se passe depuis la nomination d'Éric Dupond-Moretti, où on a vu la magistrature, y compris contre le nouveau garde des Sceaux, faire bloc, je pense qu'il y a un resserrement, et que ce resserrement, on risque de le retrouver en appel. Je suis pas très optimiste sur les possibilités de l'appel. Alors, tout ça dépend aussi, c'est toujours le cas, comme dans tous les domaines, à la guerre, comme en justice, ce qui compte aussi, c'est le rapport de force. C'est-à-dire que dans la mesure où c'est une décision politique, si le rapport de force évolue, si effectivement l'opinion publique dit ça suffit, et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de réactions négatives par rapport à cette décision. Tout le monde, les LR sur les réseaux sociaux partout. Son parti politique s'est enfin réveillé, et les réseaux sociaux, les auditeurs de Sud Radio, tout le monde exprime une certaine indignation. Bien. Alors voilà. De toute façon, ce qui est clair, c'est que on parlait du possible retour de Nicolas Sarkozy au plan politique, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer d'ici 2022. Est-ce qu'Emmanuel Macron sera candidat? Est-il un candidat qui peut être battu par Marine Le Pen? Il semble que ce soit le cas, etc. Donc peut-être que ça ouvrait des perspectives à Nicolas Sarkozy. J'ai aucune idée sur le fait de savoir s'il en a envie. Mais en tout cas, c'est fini là. Ça c'est clair. Avec cette condamnation, l'appel ne sera sûrement pas examiné avant l'année prochaine. Et il ne peut même pas être faiseur de roi dans ces cas-là, parce qu'il aurait pu être faiseur de roi.
vous savez, de jouer. Alors ça, bon, ce qui se passe dans le secret des bureaux politiques, je ne sais pas. Ouais, mais bien sûr. Mais Régis de Castelnau, comment faire? Alors c'est intéressant, parce que d'un côté on dit oui, la justice avec le parquet, vous avez lu Renaud Van Ruymbeck récemment, parquet ne devrait plus être dépendant effectivement des ministères, du gouvernement, etc., enfin les procureurs. D'un autre côté, alors on dit la justice est quelque part une partie inféodée, et d'un autre côté on dit la justice là prend son pouvoir et décide de faire pression sur politique. Entre ces deux attitudes, comment trouver un équilibre où la justice, et on en a deux si on a besoin du pouvoir judiciaire, mais que la justice fasse son boulot, pas plus, mais pas moins. Alors, c'est toute la question de l'impartialité. De l'impartialité, c'est-à-dire que aujourd'hui, on peut dire que la justice, l'appareil judiciaire, la magistrature a conquis son indépendance. Je dirais un mot du parquet qui n'a pas à être indépendant. Je suis en désaccord avec Renaud Van Ruymbeck, qui est un homme éminemment respectable, mais sur ce point, nous sommes en désaccord. Et puis je dirais aussi ce qu'il pensait du renvoi de Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel dans l'affaire Big Malion. Toujours est-il que, effectivement, cette indépendance et cette autonomie qui a été conquise a débouché sur le contraire de l'objectif, c'est-à-dire elle a débouché sur l'impartialité, sur la partialité, au lieu de l'impartialité. Indépendance, c'est pas un objectif en soi, c'est l'outil qui permet de penser, de dire le droit et la justice quand et même. d'être impartial. Ouais. Jamais vous n'entendrez un magistrat actuellement vous parler d'impartialité. C'est rarissime. Les syndicats vous parlent d'indépendance tout le temps, mais pas d'impartialité. Donc ça me pose un problème. Le problème politique, il est que, effectivement, il faut que les Français, l'opinion publique, par les circuits d'expression nécessaires, rappellent à la justice quel est son devoir, qui est celui de l'impartialité et de ne pas faire de politique. Alors il y aura des mesures à prendre le jour venu, parce que pour l'instant, le rapport politique, en termes de pouvoir avec Emmanuel Macron, qui n'a pas à se plaindre de la façon dont la justice l'a traité, puisqu'elle l'a... Ni lui, ni ses amis proches. Ni ses amis proches, puisqu'elle l'a amené sur le trône. Il faut quand même rappeler que le fameux triptyque, je tape sur les adversaires d'Emmanuel Macron, je protège ses amis, et puis si le peuple s'avise de se redresser, je lui fais subir une répression de masse. Qui est-ce qui a fait ça? La magistrature. Si vous voulez, la répression des Gilets jaunes, dont on a parlé, et qui m'a beaucoup choqué, une répression de masse qu'on n'avait pas vue depuis la guerre d'Algérie, elle n'est pas séparable de la décision qui a été rendue hier contre Nicolas Sarkozy. C'est la même magistrature, c'est la même mécanique. Alors, on va savoir qu'en ce qui concerne Nicolas Sarkozy, il y avait une vendetta, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai contentieux, des comptes à régler, un vrai contentieux entre la magistrature et Nicolas Sarkozy, mais le sens politique, c'est pas nécessairement de frapper Sarkozy, dont l'avenir politique était tout à fait certain. Le sens politique, c'est la magistrature nous dit c'est moi qui commande. Oui, attendez, juste un mot, parce qu'on voudrait finir là-dessus. C'est vrai, mais d'un autre côté, comment faire, encore une fois, c'est la question que je vous ai posée, qui n'est pas facile, effectivement, à répondre, dont il n'est pas facile de réponse. C'est que d'un côté, on dit, voilà, vous dites, oui, il parle trop d'indépendance, c'est pas assez d'impartialité. Mais il faut que la justice soit indépendante du pouvoir politique, et il faut que les politiques apprennent à ne pas penser qu'ils ont certains procureurs ou autres du monde du judiciaire qu'ils peuvent appeler et qui disent, bon, mais tu vas faire ça et ça et ça, et on sait que ça existe, de droite et de gauche, complètement. On donne des instructions, on y va. Comment faire? Alors, évidemment, il n'y a pas de monde idéal, mais comment faire pour limiter les dégâts? Alors, premièrement, on sépare radicalement les fonctions de poursuite, les procureurs, des juges du siège. En France, les procureurs sont des magistrats, c'est une hérésie démocratique. C'est Napoléon qui l'a voulu, parce qu'il voulait que les procureurs surveillent les juges du siège. Grand démocrate, notre ami Napoléon, c'est clair. Pour lequel j'ai beaucoup d'intérêt, puisque c'est le bicentenaire de sa mort. Donc, non, je pense que c'est une première mesure importante à prendre, et le parquet dépend du pouvoir exécutif, c'est la règle. En revanche, on renforce l'indépendance des juges du siège, leur responsabilité sur le caractère impartial de leurs décisions. On supprime le syndicalisme dans la magistrature du siège. Moi, j'ai pas besoin de savoir que les magistrats qui vont me juger appartiennent à tel syndicat et épinglent ma photo sur le mur des cons. Je suis désolé.
C'est tout à fait anormal. Donc il faut qu'il y ait de ce point de vue une exigence. Et puis, il faut regarder le problème en face. C'est parce que, effectivement, l'opinion publique a appuyé, par son populisme judiciaire, a appuyé le tous pourris. C'est étonnant d'ailleurs, on voit les études d'opinion, grande défiance vis-à-vis de la justice, et en même temps, dès qu'on tape sur un gros, tout le monde est content. Donc il va peut-être falloir sortir de cette espèce d'infantilisme et regarder les choses en face. Puis là, je vais terminer avec ça, je vais faire un petit rappel historique que tout le monde a oublié. Il faut remettre de l'ordre, et la Troisième République, qui est quand même celle qui a réussi à instaurer la démocratie représentative en France. Absolument. Je veux dire, un siècle après la Révolution, on avait eu du mal. Eh bien, en 1883, elle a adopté une loi, la Troisième République, elle a fait voter au Parlement une loi qui suspendait l'inamovibilité des magistrats, et elle a fait un peu de ménage. Donc je pense que plus qu'il soit inamovible. Non, on l'a suspendu un temps, le temps de faire le ménage, et on l'a restauré après. Mais qui fera le ménage, mon cher Régis? Oui, je ne suis pas en train de dire que c'est la méthode qu'il faut utiliser, mais il faut quand même rappeler dans l'histoire que la République a été capable de se faire respecter. Donc là, j'aimerais bien que ce soit le cas aussi. Alors sur les voies et moyens de faire, ça, j'ai pas d'idée. Non, mais merci Régis de Castelnau, merci pour votre analyse. Nous allons suivre évidemment tout cela et ces liens entre justice politique. Encore une fois, selon que vous soyez puissant, et ce n'est plus que vous soyez puissant misérable, c'est que vous soyez de tel ou de tel camp, de tel ou de tel clan. Ça doit finir aussi. Et je rappelle le titre du livre de Régis de Castelnau, Une justice politique des années Chirac au système Macron, histoire d'un dévoiement, et c'est aux éditions L'Artilleur. Et puis ces propos, la magistrature confirme par cette condamnation justement qu'elle compte jouer un jeu dans les prochaines élections présidentielles. Vous aussi, vous pouvez réagir à cela au 0826 300 300.